Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette masterclass qui sera réalisée par Deeptimize. Deeptimize, c'est une entreprise deep tech. Les technologies qu'elle développe et exploite sont issues du monde de la recherche. Ces deux cofondateurs, Antoine et Guillaume, sont docteurs respectivement en IA appliquée aux images et aux vidéos. Et fort de leur expertise et des résultats de leur recherche, ils ont développé une solution d'analyse vidéo pour la génération de données sportives. L'analyse vidéo par IA de précision permet de délivrer un large éventail de données de performance pure ou de données par exemple tactiques également. Ce qui n'est pas aujourd'hui possible avec des dispositifs de tracking de la génération précédente. Deeptimize est un exemple passionnant d'application des progrès techniques en IA sur le secteur du sport de haut niveau. Et aujourd'hui, c'est Guillaume et Xavier qui vont nous présenter les avancées de l'entreprise et ses perspectives. Guillaume est CTO et docteur en IA. Et Xavier, CRO de l'entreprise et a été par le passé joueur de rugby professionnel. Voilà, je vous laisse la main. Merci Lisa. Bonjour à tous, enchanté d'être parmi vous aujourd'hui pour cette masterclass sur le thème du progrès scientifique au service du sport de haut niveau. Moi, je viens vous parler aujourd'hui un petit peu avec une double casquette, comme a pu l'expliquer Lisa. Je suis un ancien joueur de rugby professionnel. J'ai donc utilisé ce progrès scientifique pour l'analyse de ma performance en grande partie, mais aussi de mes coéquipiers. Et j'ai maintenant la chance de travailler pour Deeptimize avec une nouvelle casquette et là où je viens maintenant proposer cette technologie pour essayer de faire évoluer les pratiques pour les différents acteurs du sport de haut niveau qui, on le verra, ne sont pas seulement ceux auxquels on pense en priorité, c'est-à-dire les clubs et les fédérations. Malgré ma double casquette, aujourd'hui je vais manquer un petit peu de billes, un petit peu de compétences pour vous parler d'un sujet qui est celui du progrès scientifique. Et c'est pour ça qu'il y a Guillaume est avec moi aujourd'hui. Merci pour la transition Xavier, ravi d'être parmi vous également. Donc moi je viens avec la double casquette complémentaire, celle de cofondateur de Deeptimize et aussi, qui n'est pas des moindres, celle de directeur technique. Comme l'a introduit Lisa, je suis docteur en intelligence artificielle, spécialiste en traitement automatique de la vidéo. Et la genèse de Deeptimize vient un peu de cet aspect-là. Accessoirement, je suis aussi professeur de judo. Et avec Antoine, on avait chacun nos problématiques de données dans notre pratique, notre discipline respective. Et vu sous l'angle de notre expertise, on a cofondé Deeptimize pour venir aborder le sujet de la donnée sportive de manière automatique. On va fonctionner en 3 parties aujourd'hui. La première, ça va être essayer de vous faire comprendre ce qu'on fait. Comment ensuite on applique notre technologie un petit peu à des cas concrets dans l'analyse de la performance, que ce soit en différé ou en live. Et ensuite, pour terminer, ouvrir un petit peu sur le sujet de dans le futur, comment cette technologie finalement on va pouvoir l'utiliser pour encore pousser plus loin la façon dont le progrès scientifique accompagne justement le haut niveau. Donc très basiquement, vous allez le voir un petit peu dans nos interactions aujourd'hui, moi je vais vulgariser et Guillaume pourra rentrer un petit peu plus dans les questions techniques. Donc qu'est-ce que Deeptimize? C'est tout simplement un outil d'intelligence artificielle qui, en utilisant en données entrantes de la vidéo, produit de la donnée. On va revenir plus tard sur les différents types de données qui peuvent exister dans le sport. Mais nous, on produit ça à partir de vidéos qu'on ne collecte pas nous-mêmes. On peut utiliser un petit peu tout type de vidéo, majoritairement la vidéo qui est produite par les télés et par les clubs qui filment la performance de leurs joueurs ou de leur équipe. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un mot qui a été un peu sacralisé aujourd'hui. Je pense que tout le monde commence à être familier avec le terme. Moi, je préfère parler d'apprentissage machine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de magique. Comment on construit une intelligence artificielle? C'est de la donnée en plus ou moins gros volume, dont l'objectif est de venir générer des choses, des analyses de manière automatique, d'actions qui sont à la base réalisées humainement. Nous, notre spécificité, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur. C'est de venir automatiser tout ce qui est issu des problématiques de vision humaine. Ça peut être du flux caméra comme on voit aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres flux non visibles qui sont aussi considérés comme de la vision par ordinateur. Et nous, notre spécificité,
c'est de travailler sur ce flux visible pour venir automatiser certaines choses. Aujourd'hui, il y a deux aspects quand on crée une IA. Il y a l'aspect algorithmique, essayer de créer le meilleur algorithme qui demandera le moins de données possible. Mais il y a aussi cet aspect de la donnée, générer la meilleure donnée d'apprentissage pour minimiser intégralement ce coût d'apprentissage. Nous, on a abordé ces deux aspects sous l'angle du sport et de l'analyse de la performance sportive. Du coup, voilà, notre société crée de la donnée. Ce n'est pas notre métier de faire de la visualisation, mais on a quelques exemples vidéo pour illustrer un petit peu ce qui est notre activité première. Vous avez ici l'exemple du rugby, vous allez le voir, c'est un sport sur lequel on a beaucoup travaillé, on a beaucoup avancé. C'est aujourd'hui le sport sur lequel on est le plus avancé, même si notre technologie est transférable à d'autres sports. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on arrive du coup, grâce à la vision par ordinateur, à détecter l'ensemble des actions qui peuvent se dérouler pendant un match de rugby, avec un début et une fin d'action c'est la façon dont on a configuré notre outil. Et en fait, cet outil va être utilisé derrière pour globalement, et en grande majorité, les analystes pour l'utilisation derrière et le revisionnage de ces vidéos pour l'analyse de la performance. Donc ce qu'on vient étudier ici, c'est venir donner de la sémantique à toutes ces vidéos, donner du sens. Ça peut être du sens collectif, donc venir détecter ces actions de type plaquage, de type passe. Mais on peut aller à des choses beaucoup plus profondes qui sont des aspects individuels. Venir qualifier ces actions. Est-ce que c'est un plaquage manqué? Est-ce que c'est un plaquage réussi? Quels joueurs interviennent? Quand est-ce qu'ils interviennent? Où est-ce qu'ils interviennent? Donc, nous, on construit une base de données qui permet de répondre à toutes ces questions et qui se... Oula, très, très dangereux comme... Désolé, il y a un peu de bruit. Et qui nous permet de venir transférer toutes ces connaissances sur les autres sports. Ensuite, la façon dont nous, quel usage finalement on propose à nos clients. Le premier usage, ce qu'on met en place pour nos clients, c'est en fait l'accès à une plateforme. Sur cette plateforme, ils vont pouvoir se connecter, télécharger du coup les différentes vidéos qu'ils peuvent recevoir, certains de la part des diffuseurs, certains les vidéos qu'ils produisent eux-mêmes, et ils vont venir choisir le type d'analyse qu'ils souhaitent sur cette vidéo. Comme on va pouvoir vous le présenter par la suite, nous on traite différents types d'analyses. Une fois qu'ils ont sélectionné ça, c'est une technologie complètement sur le cloud, et là Guillaume va aussi revenir sur ce sujet-là derrière, qui produit un fichier XML. Ces fichiers XML, c'est les fichiers qui sont le plus communément utilisés aujourd'hui dans l'analyse de la performance sur les logiciels d'analyse vidéo. Les plus connus étant Dartfish, dans le monde du foot très connu, et SportsCode, qui est beaucoup utilisé dans le rugby. Nos clients peuvent donc récupérer leur fichier. Nous, on choisit la façon dont on construit ce fichier, le format de sortie de ce fichier-là, pour qu'il soit du coup utilisable sur l'ensemble des plateformes. Technologiquement, comment ça fonctionne? C'est très simple, hein. La particularité d'Iptimize, c'est qu'on se veut aussi multicaméra, c'est-à-dire qu'on est capable de traiter n'importe quelle donnée vidéo, comme le prouve la plateforme, parce qu'elle accepte n'importe quel format de fichier vidéo. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une technologie cloud. Donc nous, on embarque nos algorithmes dans les services AWS, qui est aujourd'hui notre partenaire sur ces aspects-là, qui nous permet d'avoir justement de la puissance, la ressource de calcul nécessaire pour venir utiliser ces algorithmes. Parce que la spécificité qu'il y a dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut des ressources graphiques, donc des cartes graphiques pour les gamers, ils savent très bien ce que c'est, qui sont à la fois très coûteuses, mais qui sont presque très rares aujourd'hui. Donc c'est surtout les providers cloud qui nous permettent de les avoir. Et la particularité, c'est qu'on peut l'avoir à la demande. Donc venir très spécifiquement répondre en besoin de ressources de calcul de manière occasionnelle. Voilà. On a fait un premier tour du coup de qu'est-ce que fait Diptimize aujourd'hui, donc ce progrès scientifique-là. Comment nous maintenant, c'est la seconde partie, on veut essayer de vous montrer comment on a réussi grâce à notre technologie et nos outils, et en prenant un petit peu les besoins, les contraintes que pouvaient avoir les gens du terrain. Quels outils on a pu développer concrètement avec nos clients. Pour faire ça, je vous ai dit en préambule que les clubs et les fédérations n'étaient pas les seuls membres de un peu cet écosystème sport de haut niveau. Maintenant, on ne va pas se mentir, nous, ça a été notre première cible. C'est donc vers eux qu'on s'est tourné. Et en fait,
il faut avoir en tête que dans le sport aujourd'hui, il y a deux types de données principales. Ces deux types de données sont dans un premier temps les données de tracking, les données de localisation. Je pense que vous en avez tous entendu parler. On le voit aujourd'hui, c'est une donnée qui est vraiment très, très utilisée, très courante. C'est les données qui sont produites par les GPS et autres sensors que peuvent porter un petit peu l'ensemble des joueurs et des pratiquants d'un sport. Cette donnée, elle est du coup très précise certes, mais très vaste et donc brute et complexe à utiliser. Du coup, dans l'utilisation de la donnée, on vient rajouter tout ce qu'on appelle, c'est donc le deuxième type, tout ce qui est données d'action, données d'événements. Si dans la première partie, les données de tracking permettent de répondre à la question où sont les joueurs, comme c'est compliqué à exploiter, on vient rajouter et répondre à la question que font les joueurs. Et donc en fait, cette donnée d'action, c'est nous, notre cœur de métier, notre cible principale. Et c'est donc la qualification des actions, le shoot au basket, un tir au foot, un plaquage au rugby. Toute cette donnée-là, elle est très, très majoritairement collectée manuellement. À savoir que c'est des analystes devant leur ordinateur qui vont revisionner les vidéos et cliquer sur leur logiciel. Dès qu'ils voient un plaquage, cliquer sur le plaquage, puis le qualifier, comme a pu vous l'expliquer Guillaume tout à l'heure, en quelle typologie de plaquage ça peut être, etc. Donc nous, avec notre outil, on répond à cette problématique-là en produisant cette donnée d'action en fait, de manière automatique. On a voulu vous présenter aujourd'hui on va en faire un deuxième dans la foulée, mais le premier exemple, c'est donc un exemple dans le rugby. Un cas concret qu'on a pu développer avec la section paloise, qui est un club de première division. Le rugby, ça n'a pas l'image du sport le plus stratège au monde, je vous l'accorde. Voilà, c'est un sport de combat, un sport de collision. Mais il y a quand même quelques phases un petit peu spécifiques qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Une de ces phases, c'est ce qu'on appelle la touche. Donc c'est la phase de remise en jeu quand le ballon sort du terrain au rugby, où vous avez ensuite deux alignements qui se forment. Donc c'est des joueurs des deux équipes. Et l'équipe qui attaque choisit du coup le type d'alignement, le nombre de joueurs qu'il peut y avoir dans l'alignement, et il combine pour récupérer le ballon qui est lancé par l'équipe avec la balle. C'est une phase qui demande énormément de travail aux joueurs, forcément à l'entraînement, pour préparer un petit peu les différentes combinaisons que peuvent faire l'adversaire et préparer eux leurs combinaisons. C'est donc un travail qui demande beaucoup de préparation aussi pour les analystes des clubs qui vont étudier les vidéos des matchs précédents de leurs adversaires pour qualifier, regarder concrètement qu'est-ce que fait l'adversaire sur les touches, combien de joueurs ils utilisent, quelles combinaisons ils effectuent. Ce travail-là, il demande du coup au club, et c'est ce qu'on a en moyenne, c'est une quinzaine d'heures de travail par semaine pour compiler un petit peu toutes ces données sur la façon dont l'adversaire va utiliser la touche comme rampe de lancement pour son jeu. Nous, avec notre solution, l'outil qu'on a pu vous présenter, on pense qu'on arrive à économiser 80% de ce temps-là, à savoir que donc, sur des images de touche, on arrive à qualifier un certain nombre de critères qui sont qualifiés normalement, manuellement, par les analyses vidéo des clubs. Et donc notre outil les reconnaît automatiquement juste en uploadant du coup les vidéos sur notre plateforme. Ces différents critères, je ne sais pas s'il y a des techniciens du rugby qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais on ne va pas rentrer dans un niveau de détail important, mais l'idée c'est de savoir où est-ce que la touche se passe sur le terrain, combien de joueurs il peut y avoir dans l'alignement, à quel endroit de la touche le ballon est lancé. Et tout ce temps-là, on va le faire économiser finalement au club pour qu'ils puissent se concentrer non pas sur le visionnage des vidéos de leur adversaire et la collecte de la donnée, mais qu'ils puissent rentrer dans le détail de, une fois qu'ils ont cette donnée, comment ils l'exploitent, à savoir l'analyste, comment il revient vers son entraîneur pour lui expliquer un petit peu les grandes tendances de l'adversaire et quel système il va pouvoir mettre en place face à ces tendances-là. On a un deuxième exemple et un grand spécialiste judo, je vais laisser du coup Guillaume vous détailler cette partie-là. Un deuxième cas concret, c'est celui de la Fédération française de judo. Une compétition internationale dans le judo, elle peut se passer entre 2-3 jours jusqu'à une semaine. Ça peut aller jusqu'à 1000 combats sur l'ensemble de la compétition. Ça représente un volume de données énorme. Et la Fédération française de judo, aujourd'hui, sur les compétitions majeures, qu'on appelle les grands slams dans le judo, vient faire ce travail d'analyse et d'extraction de la donnée de chacune des vidéos de combat pour venir alimenter sa base de données et prendre les bonnes décisions pour emmener les judokas français chercher des médailles aux Jeux Olympiques, ce qui fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui. Mais Xavier a beaucoup insisté sur cet aspect de gain de temps. On le retrouve encore dans cet exemple-là, hein, mais il y a d'autres
il y a d'autres spécificités de l'intelligence artificielle qui vont pouvoir répondre à d'autres problématiques. C'est principalement, dans ce cas concret, la stabilité de la donnée. Quand on cherche des spécialistes judo qui sont capables de travailler de manière très intense, de 8h à 18h pendant toute une semaine pour venir extraire de la donnée, c'est très compliqué, c'est même en général pas possible. C'est pour ça que la fédération n'est capable de le faire que sur quelques compétitions internationales. Et donc l'IA, elle a pas cette problématique. Et il y a une stabilité de la donnée. L'IA n'a pas de fatigue, elle n'a pas de manque de concentration, elle a un avis qui n'est pas subjectif, qui est objectif par rapport à ce qu'elle a analysé. Et donc la donnée sera la même d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre. La deuxième problématique à laquelle ça répond, et ça je l'ai sous-entendu, c'est l'augmentation du référentiel des analyses possibles, puisque justement, là où on va pouvoir avoir quelques experts pour venir analyser une compétition donnée, eh ben, on va pouvoir avoir une IA qui est capable d'analyser tous les combats du monde pour venir créer un référentiel d'analyse. On a pu vous développer ces deux premiers cas concrets qui sont du traitement de la donnée en différé. Pourquoi en différé? Parce qu'aujourd'hui, on a préféré concentrer nos efforts sur ce traitement en différé. Pour nous, l'ensemble des clubs sportifs, en tout cas l'ensemble de nos interlocuteurs, c'est des personnes qui sont très intéressées par le traitement de la donnée en live, mais qui n'ont pas forcément aujourd'hui les armes ni les staffs pour accueillir cette donnée en live ou la traiter. On a plutôt pris le parti du coup de ce traitement différé, parce que c'est ce qu'on n'a pas expliqué, mais oui, on fait du gain de temps. Et surtout, notre outil peut traiter un match entier en beaucoup moins de temps que ce que doit faire, ce que peut faire un humain. On préfère donc se concentrer pour répondre aux besoins des clubs et des fédérations sur le traitement en différé. On a quand même, comme je vous l'ai expliqué en introduction, d'autres entités, d'autres acteurs aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Et ces acteurs-là, c'est globalement les fans. Nous, on est une entreprise B2B, on ne s'adresse pas directement aux spectateurs, téléspectateurs, plutôt du coup aux prescripteurs de ces fans. Et pour répondre à ces besoins-là, on s'adresse du coup à ces prescripteurs, qui sont les diffuseurs télé, les sites de paris sportifs, les ligues professionnelles pour les sports professionnels. Ces acteurs-là ont des besoins forcément différents des besoins des clubs ou des fédérations. Ils nous ont donc demandé de créer et eux de récupérer de la donnée en live. Je vais pouvoir là aussi laisser la main à Guillaume pour vous expliquer toutes les contraintes qu'on a pu rencontrer et qu'on rencontre pour développer un produit live et permettre, de la même manière qu'on le fait en différé, à récupérer et à collecter cette donnée en live. Mais voilà, là aussi, on voulait vous présenter un cas concret issu de nos discussions avec un diffuseur français de rugby, je pense que vous avez trouvé qui c'était, pour fournir de la donnée en live en complément. Pourquoi ces acteurs-là veulent développer de nouveaux outils? Aujourd'hui, on a quand même une volonté de plus en plus prégnante de tous ces acteurs-là d'engager plus massivement leurs fans. Les fans, qu'est-ce que c'est? C'est donc les spectateurs dans les stades, les téléspectateurs et plus globalement les internautes. L'ensemble de ces acteurs-là, sur les réseaux sociaux, cherchent aussi à engager plus massivement leurs supporters, voire même, une fois qu'ils ont plus engagé leur communauté, à mieux monétiser. On peut donc développer des usages assez spécifiques. On a pris là aussi un exemple rugbystique, avec par exemple là, en live une possibilité de pouvoir apporter de la donnée supplémentaire sur une vitesse de course d'un joueur de rugby qui franchit en plein match. Pour nous, cette donnée en live, ça a un vrai intérêt sur la vulgarisation de la compréhension de la performance sportive. Le très bon exemple, qui est très démocratisé aujourd'hui, c'est la puissance du service au tennis. Je pense que tout le monde est au courant qu'un service au tennis qui avoisine les 200 km/h pour un homme, c'est un très gros frappeur qui joue actuellement. L'idée, c'est aussi de pouvoir, grâce à notre technologie, mettre à disposition de ces nouvelles entités des outils pour créer ces nouvelles données, pour améliorer la compréhension globale de l'écosystème. Je vais donc vous laisser la main à Guillaume pour vous expliquer comment en fait et quelles contraintes on a eues sur le traitement en live par rapport au traitement en différé qu'on a pu vous présenter en première partie. Une chose que j'ai occultée quand je vous ai parlé de la plateforme, c'est que, comme dit Xavier, on fait du traitement différé. Donc la particularité, c'est qu'on a
toute la vidéo pour venir en extraire de l'information à l'instant T. Qui dit qu'on a toute la vidéo, dit qu'à un instant T dans cette vidéo, on a à la fois le passé, mais aussi l'avenir pour répondre à une question. Et il y a beaucoup d'informations dans l'avenir. Et ça, je pense que vous le comprenez très bien. La particularité ici en live, c'est qu'on n'a plus cette information. Donc on a une grosse contrainte algorithmique de ce côté-là, sur l'ensemble de nos algorithmes. Mais on a une seconde contrainte, c'est les contraintes des providers et des diffuseurs ou des utilisateurs de ces données. Pourquoi? Parce qu'il faut à la fois avoir un temps de réponse, un temps de latence qu'on va appeler le plus court possible pour garder cet aspect live. Donc il ne faut pas attendre 3 minutes pour donner de l'information. Mais il y a aussi un problème de communication. Il va falloir pouvoir brancher toute notre algorithmie, toute notre capacité d'analyse à chacun des utilisateurs pour pouvoir répondre à son besoin. L'analogie simple, c'est aller avec votre frère à repasser au UK. Vous allez être très embêté si votre prise ne rentre pas dans la prise de courant de ces pays-là. Et c'est un peu la même chose chez nous. Chaque diffuseur ou chaque utilisateur de ces données va avoir un protocole de communication différent pour venir nous envoyer la donnée vidéo et que nous, on lui réponde le plus rapidement, le plus simplement possible. Maintenant qu'on a fait du coup un petit peu le tour de notre technologie et la façon dont on l'utilisait, on voulait pouvoir en conclusion introduire un petit peu le sujet justement et en discuter avec vous d'ailleurs à l'occasion du petit temps de questions-réponses qu'on a juste après, jusqu'où on allait pouvoir du coup grâce à ce progrès scientifique amener le sport de haut niveau. Pour faire cet exercice, il faut avoir une bonne compréhension du coup de nous, quels sont nos objectifs. Je pense que par rapport à ce que Guillaume a pu vous présenter, vous comprenez bien qu'on est aujourd'hui du coup une technologie qui est multisport, qui va continuer à se développer en termes de sport, qui traite du différé, qui traite du live, qui répond aux problématiques de un petit peu l'ensemble des parties prenantes du sport de haut niveau, donc que ce soit dans l'analyse de la performance, que ce soit pour répondre aux questions des fans. Cette idée du coup, c'est que nous, ça va nous permettre dans quelques mois, quelques années, si on est peut-être un petit peu plus réaliste, de produire des données en fait pour l'ensemble des disciplines sportives. Et maintenant, on va avoir ce produit qui va savoir un petit peu tout faire. Mais l'idée, c'est de réfléchir un petit peu ensemble à quel usage et quel produit en fait on va pouvoir construire avec cet outil qui sera capable d'analyser n'importe quel type de sport. Nous, quand on a construit Deeptimize et nos produits actuels, on a construit notre algorithmie pour être global, c'est-à-dire pouvoir analyser, comme le dit Xavier, n'importe quel sport. On n'a pas construit nos produits comme un assemblage de briques qui vont venir répondre à différents aspects d'analyse ou différents sports. On a construit quelque chose de global qui va pouvoir nous permettre de tirer profit des ressemblances, comme vous l'avez vu sur la vidéo, qui sont très simples. Il y a une grosse ressemblance entre du judo et du MMA. Il va y avoir une grosse ressemblance entre le rugby et le football américain. Mais il y a des ressemblances qui sont beaucoup plus subtiles que nous, on va venir capter avec notre IA et la construction de notre IA. Ça va être des choses très simples. Un humain, ça va être la même chose dans toutes les disciplines. Une saisie, ça va être la même chose au judo que dans un plaquage au rugby. Ou justement, sur le même aspect, la chute au judo va être la même que la chute sur le plaquage de rugby. Aujourd'hui, nous, on a vraiment créé ce système global qui va nous permettre de répondre à toutes ces demandes de data sportive. Pour initier du coup un petit peu la discussion, on voulait vous partager, nous, quelle est notre ambition. Cette ambition, c'est du coup, on a parlé beaucoup de machine learning, d'IA, on n'a pas parlé d'IA générative. Et donc nous, c'est un petit peu la finalité de notre outil. À savoir, quand on pourra répondre aux attentes potentiellement de l'ensemble de la population, c'est de pouvoir créer finalement une sorte de chatbot qui serait capable de répondre aux demandes de l'ensemble des populations, des personnes, et même finalement de personnaliser l'expérience de chacune de ces entités, chacun de ces acteurs. Je m'explique sur un cas très concret. Aujourd'hui, comme on m'a expliqué, on pourrait en live définir la vitesse de course on va changer un petit peu du rugby, on va passer peut-être dans le foot, d'un Kylian Mbappé qui traverse le terrain pour aller marquer un but contre l'Argentine pendant la Coupe du Monde de foot.
C'est une donnée qui pourrait être du coup interrogée en direct par un spectateur, un téléspectateur sur une appli mobile où il viendrait du coup questionner notre intelligence artificielle sur la vitesse de course d'un Mbappé. Mais cette donnée-là, est-ce que c'est pas une donnée finalement très grand public qui serait à même d'être demandée par quelqu'un de non initié? Est-ce qu'un non initié, il irait pas lui sur cette même plateforme avec ce même outil beaucoup plus loin en lui questionnant peut-être la zone duquel Kylian Mbappé a démarré son appel, le nombre d'appels qu'il a pu effectuer, l'endroit duquel il a démarré son appel de balle avant la frappe qui démarre au but. Bref, il y a certainement des experts foot qui seront bien meilleurs que moi pour questionner et poser des questions bien plus précises à notre IA. Mais l'idée, ce serait finalement, dans la façon dont nous, on utilise aujourd'hui notre outil d'intelligence artificielle, on produit de la donnée et cette donnée, finalement, c'est au club, aux spécialistes de la fusionner pour créer leurs indicateurs de performance. En mettant à disposition un outil de chatbot, l'idée serait de pouvoir, en fait, que tout un chacun, ayant accès à cet outil-là, puisse fusionner cette donnée et créer ses propres indicateurs selon sa connaissance du sport et son ambition. Et pour la partie technique, comment on va rendre ça possible? C'est un peu la continuité de ce que je vous disais. Aujourd'hui, nous, on crée une IA globale, donc c'est-à-dire qu'on va venir extraire toute cette sémantique du contenu vidéo qui va nous permettre, une fois cette sémantique créée, enfin toute cette connaissance générée, on va être capable de la questionner de manière simple via, par exemple, un chatbot. On peut vous donner d'autres exemples. On pense notamment que ça peut servir, là on a parlé grand public, même pour les clubs, ça pourrait aussi être quelque chose de très intéressant pour, à partir du moment où un outil de vidéo peut quelque part analyser l'ensemble des vidéos d'entraînement, l'ensemble des vidéos de match. On peut imaginer que dans la prévention de la blessure, par exemple, ça pourrait être un outil très intéressant pour les clubs. Avec cette même appli générative pourrait du coup être questionné sur l'état de forme d'un joueur. Est-ce que ce joueur-là ne court pas un trop gros risque pour jouer le match du week-end, pour faire l'entraînement du lendemain? Voilà, je pense que le champ des possibles est du coup très large et pourrait répondre, comme vous l'avez expliqué, du coup, aux besoins de toute la filière du sport de haut niveau. Et grâce à cet outil et cette donnée nouvelle, finalement, il y a aussi des applications commerciales, économiques à développer autour de certains partenaires qu'on pourrait impliquer du coup très spécifiquement sur cette donnée-là. Voilà pour nous, on a terminé notre présentation, mais comme on vous l'a expliqué en intro, l'idée c'était d'ouvrir un petit peu le débat, dans un premier temps répondre à vos questions. Vous avez bien compris que si vous aviez des questions techniques, je n'étais pas absolument la bonne personne, donc n'hésitez pas à les poser à Guillaume. Pour les gens qui ne sont pas forcément présents physiquement, on peut aussi se connecter plus tard, voilà, nos comptes LinkedIn sont ouverts. N'hésitez pas aussi à suivre la page d'Iptimize pour suivre un petit peu nos actualités, on sera ravis de discuter avec vous. Un grand merci pour cette présentation. C'était hyper intéressant. Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions en ligne, mais on pourra les prendre s'il y en a. Il y a des questions? Merci beaucoup. Je ne sais pas si on va entendre là. Vous entendez? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je trouve ça génial. Et vous parlez beaucoup donc de performance pour le sport de haut niveau et de B2B. Pourquoi pas de B2C là-dessus? Et moi, je viens du tennis. J'adorerais utiliser un truc comme ça pour regarder ma propre performance et trouver des axes d'amélioration. Donc, à quand l'ouverture de tous ces outils pour du B2C? C'est moi qui vais du coup répondre forcément à cette question avec ma casquette plutôt commerciale sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on est passé assez vite sur l'historique de Diptimize. Je vais donc me permettre de revenir un peu dessus. Il faut avoir en tête que du coup Guillaume et l'autre fondateur Antoine, ils ont créé Diptimize il y a 3 ans. La phase commerciale de Diptimize, elle a commencé il y a seulement 6 mois. Il faut avoir en tête que derrière cet outil-là, il y a 2 ans et demi de travail de développement. Tout l'outil est complètement développé en interne. Forcément, et je pense que tu vois où je veux en venir, il y a du coup un besoin et un positionnement aujourd'hui de Diptimize qui est assez premium par rapport au coût qu'il peut y avoir derrière l'utilisation de cette technologie-là. Et ce qui nous pousse aujourd'hui à plutôt nous positionner vers les clubs de haut niveau, les clubs professionnels de haut niveau et des prescripteurs qui pourraient éventuellement du coup rentrer et pouvoir utiliser notre technologie. Maintenant, le tennis, c'est clairement un sport qui nous intéresse. Je pense que tu as pu le voir dans la vidéo qu'on a présentée. Nous, notre volonté, c'est d'être dans des sports collectifs, dans un sport de raquette, un sport de combat.
pour pouvoir derrière naviguer finalement sur l'ensemble des sports. Donc le tennis est très clairement sur notre piste de développement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Tout d'abord, bravo, félicitations pour votre outil. Et je voudrais savoir, pour le judo par exemple, vous avez besoin, quand vous parlez d'analyse automatique, vous avez besoin d'expertise en amont. Et comment se passe ce processus de transfert de l'expertise à la vidéo? Et deuxième question, est-ce qu'on peut coupler les données event, comme vous fournissez, à des données de tracking? Voilà. Je vais essayer de répondre à la question sans perdre la deuxième. Tout d'abord, pour le judo, exactement, on a besoin d'expertise. Mais en fait, souvent, il y a quand même un historique. On part jamais de zéro quand on travaille dans des sports. La Fédération française de judo, ça fait peut-être presque 20 ans qu'elle collecte de la donnée. Donc, la donnée, elle en a. Et nous, on a été capable de venir finalement simuler cette génération de données. On vient calquer cette expertise parce que, comme je vous le disais, l'IA, c'est pas de la magie, c'est juste venir répliquer des choses qui ont déjà été faites. Donc nous, on vient, quand on vient générer cette IA, on vient calquer une analyse. On pourrait, de la même manière au judo, venir calquer un arbitre spécifique dans une discipline. Et ici, on a travaillé avec la Fédé justement pour reprendre leur manière d'analyser. Et avec une petite centaine de combats, on était capable de répondre à 90% à leurs attentes en termes de données. La deuxième question qui était le tracking et l'event data, en fait, c'est exactement ce qu'on fait. C'est que si on part de trackers type GPS, en fait, on n'a que la track GPS qui nous permet de venir faire de l'analyse. Alors quand on vient utiliser une vidéo, on peut récupérer ces données tracking visuellement. Et donc c'est ce que nous on vient faire. On vient coupler ces données tracking avec les données d'event qui permettent d'enrichir justement à la fois ces données d'event et ces données tracking. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question concernait la prévention des blessures. Est-ce que vous avez vocation à travailler sur des données de santé, sur des capteurs présents sur les joueurs, ou est-ce que c'est seulement sur la présence du joueur, l'endroit où il se trouve, une reprise d'appui ou... Je vais commencer à répondre et si Xavier veut compléter, on pourra le faire. Nous, on a vocation à travailler seulement sur de la donnée vidéo pour l'instant. Et on a déjà commencé un peu parce qu'on a mis le pied avec l'aspect commotion cérébrale au rugby. Sur l'aspect commotion cérébrale au rugby, on est capable, avec de la vidéo, venir répertorier les impacts et venir évaluer d'une certaine manière la dangerosité et la force de l'impact. Oui, et sur l'aspect de santé, il y a un autre point qu'on a développé d'ailleurs dans la dernière partie, c'est l'idée aussi dans la prévention de la blessure de quantifier les efforts. Et finalement, grâce à notre donnée qui fait et de l'event et du tracking, on va pouvoir quantifier ce que fait déjà les GPS, donc le volume de course, le nombre de sprints, la vitesse de sprint, etc. Mais couplé du coup avec le nombre de frappes pour un joueur de foot par exemple qui, je pense, musculairement sollicite beaucoup de joueurs et peut amener de la blessure. En termes techniques, nous, ce qu'on va être capable de faire, c'est venir coupler la charge interne et la charge externe. C'est-à-dire que les médecins ou le staff vont être capables de venir chercher des constantes vitales ou toutes sortes de données d'intérêt pour le sportif, que nous, on va pouvoir venir justement coupler avec cette charge externe. C'est le volume à la fois d'entraînement, de match, de mouvement. Et ce couplage va permettre d'emmener la performance encore plus loin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors bonjour, j'aimerais savoir au cas où si ces vidéos-là peuvent être utilisées notamment dans l'arbitrage des milieux professionnels, notamment par exemple pour les JO, mais pour plein d'autres choses assez sportives en fait, notamment. Tout à fait, ce genre de données, elles peuvent être utilisées. Par exemple, nous, on
on réfléchit à des aspects de VAR light, par exemple, comme on pourrait l'appeler en football. Donc la VAR aujourd'hui, c'est des arbitres vidéo, qu'on appelle vidéo, mais c'est des arbitres. Mais ils pourraient être assistés de justement ce genre de données pour venir prendre des décisions plus quantifiées, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi en attendant, j'en avais une sur la partie chatbot. Est-ce qu'à terme, on pourrait imaginer sur la partie coaching et stratégique, un bot à qui un coach, par exemple en rugby, demande dans 2 jours, on va affronter tel club. Qu'est-ce que tu me conseilles comme stratégie pour gagner le match? Alors sur l'IA générative, il faut être un petit peu plus spécifique que ça, je pense, parce que sinon la réponse risque d'être un petit peu large. Mais effectivement, c'est tout l'idée. C'est aujourd'hui, plutôt dans quelques mois, notre technologie saura finalement quantifier les prises de décision de chaque joueur. Si on revient sur l'exemple de la touche que j'ai pu vous présenter sur la partie rugby, on peut imaginer que dans quelques mois, on pourra même en live finalement questionner, après une touche perdue, quel est le comportement d'un joueur et quel type de touche l'équipe fait après avoir perdu une touche. Quel type de touche fait l'équipe quand elle est dans telle partie du terrain. C'est là où je pense qu'on va pouvoir effectivement aller assez loin et questionner par rapport à ce qui peut se passer en live, les réactions et les comportements, en suivant un petit peu l'historique des prises de décision qu'a pu avoir cette équipe ou ce joueur. Un exemple très concret de ce côté-là, je vais vous l'amener en judo. On a eu un médaillé olympique qui s'appelle Gaba. Je ne sais pas si vous avez suivi son épopée. Un incroyable judoka qui était annoncé outsider et qui est allé chercher une médaille d'argent en individuel. La particularité qu'il a, c'est d'avoir battu un japonais dit imbattable. Et la fédé, derrière chaque judoka, elle avait un analyste qui venait chercher un historique de tous les combats qui pouvaient être dangereux pour ces judokas-là. Et justement, ils ont analysé l'ensemble des combats de ce judoka japonais et ils en ont sorti des données intéressantes qui, légende ou urbaine ou pas, lui ont permis de venir ramener cette médaille et de venir ramener la médaille d'or à l'équipe de judoka française. Génial. On a une question en ligne. C'est où peut-on trouver des jeux de données, donc event et tracking en open source pour entraîner des modèles d'IA tels que vous l'avez fait avec Diptimize? C'est pas si simple, je pense. Je peux vous répondre qu'il y en a en ligne. Je ne saurais pas tout vous dire. Il y en a en foot, il y en a en football américain. Nous, on n'a pas utilisé ces jeux de données-là. On a nos propres jeux de données propriétaires. Pourquoi? Parce que justement, je vous l'expliquais, ils répondent précisément à un besoin de globalité. Donc on a construit, nous, nos jeux de données pour venir chercher des spécificités, mais aussi des globalités dans l'analyse qui vont nous permettre d'être multisports. Ok, merci beaucoup. Bonjour, merci de nous avoir partagé votre entreprise. J'ai une question concernant la fiabilité de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça nécessite un recontrôle derrière par un homme, un humain, notamment sur les images du coup en direct, sur la capture en direct? Le machine learning, plus on couvre un panel de données à l'apprentissage qui est varié, plus on arrive à être global et donc à ne pas avoir besoin justement de venir repréciser certaines choses. Au rugby, là où on commence à être vraiment très très bon, c'est qu'on est globalement arrivé à couvrir ce panel de données nécessaires pour venir répondre à n'importe quel point de vue sans remettre d'intervention humaine dans le processus. Par exemple, sur la partie entraînement, aujourd'hui, on est capable, sans avoir jamais vu d'entraînement de rugby, on n'en a pas incorporé dans nos analyses, dans notre entraînement de machine learning, on est capable de venir extraire de la donnée très très précise sans jamais en avoir vu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bah, moi, j'en ai encore une. Imaginons aujourd'hui, la NFL sur du foot US vous contacte pour travailler avec vous. Qu'est-ce qu'il vous faut en termes de données, d'adaptation de l'IA, de réapprentissage pour arriver à répondre à leurs demandes? Si tu es en train de me dire que tu as été contacté par la NFL, je te laisserai voir avec Xavier. Mais on accepte volontiers. On a besoin de moins en moins de données, je vais te répondre. Parce que justement, on arrive à progressivement, en travaillant avec tous les sports, à récupérer de la donnée standardisée suivant nos standards qui nous permettent de venir construire cette IA. Aujourd'hui, j'aurai une réponse, mais demain, j'aurai pas la même. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est une petite base de données étiquetée sur ce sport-là suffit pour refaire une solution, pour apprendre à votre solution à gérer un sport. Bah, comme je te disais, comme je vous disais à tous sur le judo, il nous a fallu une centaine de combats pour apprendre les 90% des analyses de premier niveau dans l'analyse du judo. Donc ce qui globalement est très peu. Ouais. Alors je regarde s'il y a des... Ah, okay. Oui, par rapport aux données que vous avez, est-ce que vous seriez capable de matérialiser sur les vidéos les champs de vision, étant donné que c'est quand même une part importante dans le domaine tactique et dans les sports interpénétrés? Ouais. Quand tu veux dire champ de vision, ça va être la prise d'information par exemple au visuel? Par exemple au foot, savoir si le joueur voit le joueur qui est dans son dos. Bah, on peut venir donner la prise d'information. On avait travaillé sur un cas football qui est justement ça, sur une passe en profondeur. Comment le footballeur a pris l'information avant de se projeter vers l'avant et voir s'il avait pris la bonne information pour prendre son choix tactique derrière. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour et merci. Là, on a beaucoup parlé de sport co ou de sport l'un contre l'autre. Est-ce que c'est possible aussi pour les sports individuels, typiquement un nageur qui veut améliorer sa technique sans penser à la concurrence, entre guillemets? Alors tout est possible, on a parlé du tennis qui n'est pas complètement un sport co quand même s'il peut être pratiqué en double, mais donc oui, pour répondre à cette question. Maintenant, aujourd'hui, dans le type de données aujourd'hui qu'on traite, nous on préfère se focaliser sur les données de tracking et du coup sur les données d'événements. Or j'imagine que par exemple sur la natation, quelque chose de très intéressant, c'est l'analyse du mouvement. Nous aujourd'hui, c'est pas quelque chose sur lequel on veut se concentrer, donc c'est pas forcément une piste qu'on souhaite explorer à court terme. C'est une technologie qu'on pourrait maîtriser, qu'on peut maîtriser, qu'on a maîtrisé, même si je dis pas de bêtises. Donc on s'interdit pas de le réintégrer, mais plus pour des applicatifs un petit peu plus concrets, ce sera pas notre fer de lance dans le développement. Il reste vraiment très peu de temps. S'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Mais s'il y a une dernière question, non. Bon. Un grand merci. C'était très intéressant. Merci à tous. Merci.